De Fangio à Hamilton, c'est 70 ans de joie, de rire et de pleurs, et surtout des légendes de la Formule 1 qui auront, chacune à leur manière, marqué la discipline et inspiré les générations futures. La dernière fois, nous avions évoqué des noms de légendes qui s'inscrivaient dans la thématique de l'émission, à savoir incarner le visage de la Formule 1 aux yeux des fans, tant par leur incroyable talent que par leur personnalité. Nous évoquions la très jeune figure de Emerson Fittipaldi, la nouvelle voix de la raison pour faire face au manque de sécurité, l'explosif James Hunt à la personnalité aussi charismatique que fascinante. Nous avions évoqué l'épopée incroyable de Niki Lauda forçant l'admiration des fans du monde entier, et nous nous étions aussi écartés du sujet pour évoquer l'incontournable guerre politique du conflit entre la FIA et les équipes, avec pour point de départ les difficultés budgétaires ainsi que les incroyables évolutions en matière de sécurité portées par le professeur Sid Watkins et orchestrées par Bernie Ecclestone. Le directeur de l'écurie Brabham était au cœur du conflit avec la FIA, incarné par Jean-Marie Balestre, et avec l'appui de son ami Max Mosley, Ecclestone s'accaparait des droits commerciaux et télévisuels de la Formule 1 et il s'occupait de redistribuer les bénéfices aux équipes en échange de sa soumission à la souveraineté de la FIA. Nous nous étions arrêtés à la rivalité légendaire entre Alain Prost et Ayrton Senna, mais cette grosse fresque de l'histoire nous a fait rater quelques événements importants que nous n'avions que brièvement évoqués, à savoir la chute de Ferrari et l'émergence de Williams. Alors, remontons un petit peu le temps, voulez-vous ? Nous sommes fin 85, la VHS est en train de devenir le système d'enregistrement de signaux vidéo sur bande magnétique de 1/2 pouce préféré de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, l'album Like a Virgin propulse Madonna au sommet du monde, le premier jeu Super Mario voit le jour, la première version de Windows est achevée et mise en commerce, et l'épave du Titanic vient d'être retrouvée, ce qui aura pour conséquence d'initier la genèse d'un des films les plus surcotés de tous les temps. Désolé, j'assume. Après le titre de Rosberg en 82, l'équipe Williams connaît une période difficile suite à l'interdiction des jupes à effet de sol qu'elle maîtrisait si bien. Mais le duo Frank Williams-Patrick Head, à la tête de l'écurie, ne doit pas être sous-estimé. Head s'occupe de la voiture et de diriger son équipe d'ingénieurs brillants, alors que Williams s'occupe des accords commerciaux et s'allie aux motoristes Honda pour pallier à leur nouvel handicap aérodynamique. Si Rosberg semble avoir perdu de son mordant suite à son titre en 82, Frank met la main sur un nouvel espoir pour porter le futur de son équipe. Un jeune Anglais aussi intense que rapide et moustachu, Nigel Mansell. Mansell, c'est un battant, le genre qui donne l'impression de boxer allégoriquement avec la Formule 1 et l'adversité avec une détermination aussi virile et élégante que sa pilosité faciale. Pendant la saison 84, il s'illustrait dans sa modeste Lotus, notamment à Dallas. En pole position pour la course la plus chaude de l'histoire jusqu'alors, il mène une prestation brillante, se défendant aussi vaillamment que possible face aux pilotes mieux équipés que lui, jusqu'à ce que sa Lotus ne l'abandonne à quelques tours de la fin dans la ligne droite d'arrivée. Tout le monde connaît cette image du pilote britannique qui, dans un élan de désespoir, pousse sa voiture noire et or jusqu'au drapeau à damier avant de s'effondrer sur la piste, tel un combattant tombant au tapis après avoir puisé dans ses dernières forces. Il est classé 6e de la course grâce aux nombreux abandons, mais il a surtout marqué les esprits et d'un constructeur en particulier. C'est le type de personnalité que Frank Williams admire et il le signe pour 1985 et Nigel prend ses premières victoires confirmant les espoirs affichés à ses débuts. Mais en 86, il est confronté à nul autre que le double champion du monde Nelson Piquet dans une voiture redoutable qui prendra aisément un nouveau titre constructeur en 86. Et que dire de Nelson Piquet ? Que le Brésilien divise les passions.
Arrogant et paresseux pour certains, mais libre d'esprit pour ses admirateurs, qui louent ce personnage provocateur au sens de l'humour dénué de délicatesse comme l'incarne ce sourire moqueur et enfantin qui est indétachable de la figure de Piquet. La seule chose qui mette tout le monde d'accord au sujet du Brésilien, c'est un des pilotes les plus rapides qui soit, et pas que. Un attaquant féroce qui ne se laisse pas faire et digne d'un double champion du monde pour Brabham. Nelson laisse tomber l'équipe de Bernie Ecclestone en 86 pour une équipe Williams qui semble offrir un meilleur compromis pour son compte en banque. Et oui, Nelson coûte cher, mais dans le contexte de l'époque, si ce n'était pas pour Alain Prost, Nelson Piquet serait seul au sommet de la chaîne alimentaire et peut se permettre ses exigences. Williams Honda domine en 86 et l'équipe entre en guerre civile entre Honda qui veut favoriser Piquet et Williams qui se rallie derrière Mansell. Au final, c'est la McLaren d'Alain Prost qui va faire la différence pour la dernière manche en Australie, profitant d'une ruse jouée par son équipier, Keke Rosberg, champion de 82, qui acceptait de jouer le lévrier pour tout son dernier Grand Prix en Formule 1. Dans ce Grand Prix marqué par une forte usure pneumatique, Rosberg attaquait, forçant les Williams à suivre et à en subir les conséquences et laisser le Français prendre seul son second titre. Celui qui était jadis ce fonceur déraisonné laisse transparaître l'héritage de Niki Lauda, l'ordinateur froid et calculateur, désormais étant lui aussi calculateur, avec un coup de volant aussi délicat que vous pourriez le voir sur certains sites réservés aux adultes. Alain Prost se fait baptiser le professeur, mais on a déjà assez parlé de lui la dernière fois, pas vrai ? Cette tension chez Williams était presque à prévoir. Piquet déplore qu'on ne respecte pas assez son statut de pilote numéro 1 et Mansell, aussi combatif qu'espéré, était impatient de faire ses preuves et se révélait aussi rapide que son équipier et l'équipe n'avait aucune intention de le museler pour satisfaire le Brésilien. Piquet refusait de partager la moindre information technique à Mansell pendant que ce dernier continuait à s'imposer en interne. Mais aussi, 86 marque un choc et une absence de marque au sein de l'écurie puisque Frank fut victime d'un terrible accident de la route. Devenu quadraplégique, Frank passait une année entière en convalescence. Si son charisme naturel était indispensable pour s'occuper des accords commerciaux de l'équipe, son affinité avec Patrick Head s'arrête là où ce dernier est aussi doux qu'un cactus venimeux psychopathe à tendance meurtrière. Malgré tout, Williams continue sur sa lancée en 87, ce qui permet à Mansell et Piquet de se livrer un duel titanesque pour le titre. À Imola en début de saison, Nelson est victime d'une crevaison qui l'envoie dans le mur au premier virage en qualif. S'il s'en sort indemne, le professeur Sid Watkins lui interdit de prendre part à la course, le jugeant encore trop fragile. Les normes de sécurité ne cessent de s'améliorer et Watkins n'y est pas étranger. Lui qui était accueilli avec hostilité en 78 est désormais un membre à part entière de la famille F1 et sa présence est particulièrement réconfortante et appréciée par tous les pilotes. Cela permet aux deux hommes de Williams de poursuivre leur affrontement en étant arbitrés par la McLaren de Prost et la Lotus de Senna. Ce dernier aura même un crash controversé avec Mansell en lutte pour une victoire, ce qui est une parfaite allégorie de la saison. Si Piquet est d'une régularité implacable, Mansell semble plus rapide que jamais, mais sa voiture a du mal à aller au bout des épreuves. Mais la saison de Nigel s'arrête à 2 courses de la fin au Japon, une erreur en qualification résulte en un crash qui le force à déclarer forfait et le titre revient à Nelson Piquet. Mansell remporte 6 Grands Prix et Piquet 3 cette saison, sans compter celle qu'il a perdue à cause de panne mécanique. Le malaise est présent auprès des médias et des fans qui ont tous l'impression que c'est pas le bon pilote qui l'a emporté. Jadis enfant prodige, Piquet s'est fait voler son blason de meilleur pilote du monde lorsque Alain Prost émergeait et il perdait sa couronne de héros national lorsque Ayrton Senna commençait à se révéler. Et voilà qu'il perd toute sa légitimité en gagnant le titre face à un pilote incroyablement populaire. Mais comme on le disait, Nelson est taquin, et il ne perd pas la face lorsqu'on lui demande si son titre est purement chanceux. Non, c'est la victoire de l'intelligence face à la bêtise, répond-il.
Pour Piquet, ces 7 deuxièmes places attestent que c'est sa régularité qui l'a fait gagner, là où Mansell se contentait de bêtement rouler trop vite et de pousser sa mécanique au-delà de ses limites et il commettait beaucoup d'erreurs. Nombreux sont les sceptiques. Honda et Piquet quittent Williams pour rejoindre Lotus, mais les mauvais choix d'écurie du Brésilien ne l'aident pas à se refaire une réputation, surtout que son accident de 87 semble lui avoir laissé de sérieuses séquelles physiologiques très handicapantes pour un pilote de course. Il prend 3 autres victoires pour Benetton en 90 et 91, puis il quitte le sport avec le fier palmarès de 3 titres de champion du monde, 23 victoires et 60 podiums en 204 Grands Prix. Chez Williams, 88 est un désastre. Mansell ne termine que 2 Grands Prix avec 2 deuxièmes places. Williams a repris le développement de ses suspensions actives conçues par Frank Derny, qui avait fait leur succès quelques années plus tôt, mais qui sont très fragiles désormais. Derny part et retrouvera son ancien partenaire Ross Brawn chez Benetton en 1991 et il est remplacé par le jeune Paddy Lowe. Tout ce changement ne dit rien qui vaille à Mansell et ne tarde pas à accepter l'offre de Monsieur Ferrari pour la saison 89 alors que la saison 88 a tout juste commencé. Ce pilote combatif est admiré par Enzo et il est accueilli en tant que héros par les tifosi qui le surnomment le Lion et on lui prédit un bel avenir. Nigel Mansell sera hélas le dernier pilote que Enzo Ferrari aura signé pour son équipe. Le Commendatore s'endort à jamais le 14 août 1988 à l'âge de 90 ans. Les tifosi, l'Italie et le monde de l'automobile tout entier sont en deuil. L'héritage de Enzo Ferrari est probablement le plus grand jamais laissé dans le monde de l'automobile et en Formule 1. Un mois plus tard, le destin choisit le Grand Prix d'Italie à Monza pour priver les imbattables McLaren Honda d'une seule victoire en 16 courses pour la laisser aux voitures rouges de Gerhard Berger et Michele Alboreto pour offrir un succès émouvant aux tifosi et à l'Autrichien qui était très proche de Ferrari. No, it was a great day for Ferrari today and I think it's the best to remember Mr. Ferrari. It's for Mr. Ferrari and myself, both together, and for Ferrari generally. Justement, Mansell fera face à Berger en 89 dans une Ferrari qui promet beaucoup grâce à une révolution qu'il redoute grandement. Une boîte de vitesse dite semi-automatique constituée de 2 pédales sur le volant, une pour monter des rapports, l'autre pour les descendre. John Barnard, que Ferrari volait à McLaren quelques années plus tôt, a de nouveau frappé. Le système est fragile en 88, mais en 89, Mansell remporte la course d'ouverture au Brésil, devenant le premier pilote de l'histoire à gagner avec ce type de boîte de vitesse. Le génie de John Barnard a de nouveau changé la face de la Formule 1. Et voilà, ça c'est grave, une sortie de route très très grave dans l'absolu. Vous voyez la voiture pratiquement déchiquetée, j'espère qu'il n'y a aucun mal pour le pilote et ça prend feu. Nous sommes dans le 3e tour, ça c'est une image tragique que nous sommes en train de vivre là. Berger, à mon avis, nous allons attendre un petit instant, c'est une Ferrari qui est partie tout droit en tout cas. C'est dramatique le moment que nous sommes en train de vivre ici à Imola. C'est le moins que l'on puisse dire et la course va être bien entendu interrompue. D'ailleurs, c'est déjà le silence le plus total. Berger sort miraculeusement indemne de cet incident, mais il semble profondément traumatisé, et s'il reconnaît que les mesures de sécurité sont incroyables, il s'inquiète. C'était là que Nelson Piquet s'était blessé 1 an plus tôt. Il demande à ce que l'on repousse le mur de Tamburello, mais c'est impossible à cause d'une rivière située juste derrière. C'est dangereux, mais il faut faire avec. Après tout, le risque fait partie du métier. Si prometteur et remarquable, Berger souffre en termes de rythme et de chance. En 90, Alain Prost et lui échangent de place, et une fois arrivé chez McLaren, Berger se fait annihiler par Senna. De son côté, Mansell comprend qu'il a affaire à un pilote d'un tout autre calibre. Car si la lutte face à Senna avait entaché la réputation de Prost, ce dernier rappelle qu'il appartient à une autre catégorie.
Prost l'humilie sur ses terres à Silverstone en gagnant la course. Mansell décide dans la foulée d'annoncer sa retraite en fin de saison. Si on se rappelle et que nous mentionnions la rivalité Prost-Senna, il n'est pas inutile de rappeler la rivalité entre les deux pilotes Ferrari. Moustache fera tout pour s'imposer, alors même qu'il est mathématiquement hors de la lutte au titre lorsque Alain mène le championnat. Le pic de ce conflit arrive au Portugal lorsque Mansell, en pôle, tasse Prost contre le mur au départ et lui fait perdre des positions. Pour le Français, son équipier est responsable de son échec dans la lutte au titre. Désabusé, Mansell a décidé d'en finir avec la Formule 1, mais Frank Williams le rappelle et lui assure que l'équipe lui sera entièrement dévouée. En 91, il termine deuxième, loin de l'intouchable McLaren de Senna, mais il remporte 5 succès, dont un en Espagne, qui sert un des dépassements les plus cultes du sport. Si ce n'était pas pour le manque de fiabilité des nouvelles boîtes semi-automatiques que Williams développait, il aurait peut-être pu enfin prétendre à un titre. Mais la saison 92 s'appelle Mansell. Il prend un record de 5 victoires consécutives en début de saison et celui de 9 victoires dans une seule année, battant celui instauré par Senna en 88 et dépasse à son tour le nombre de 27 victoires de Jackie Stewart qui semblait jadis imbattable. Également, il rend le record du plus grand nombre de victoires sans titre à Stirling Moss en entrant dans le cercle des champions du monde. Williams attire tout le monde, et Prost, qui se tournait les pouces en 92 suite à son licenciement de chez Ferrari, rejoint l'équipe, ce qui déplaît fortement à Mansell qui considère que cela n'entre pas dans les termes de l'accord selon lequel il devait être au centre de l'équipe. Mansell est pas content, et voilà qu'il quitte la Formule 1 et part aux États-Unis. Williams domine de nouveau en 93 et Prost prend aisément son 4e sacre, devenant le 2e pilote le plus titré de l'histoire derrière l'intouchable Fangio. Mais l'annonce du recrutement de Senna pour 94 ne sied guère aux Français qui décident, à son tour, de prendre sa retraite et laisse un héritage que les futures générations ne pourront que rêver d'essayer d'atteindre. En 199 départs, Alain Prost quitte la Formule 1 avec 4 titres, 106 podiums, 33 pole positions et le record de 51 victoires. Il partage un dernier podium avec son emblématique rival à Adélaïde. Senna l'invite à le rejoindre sur la plus haute marche et laisse le monde pouvoir observer une toute dernière fois les deux amis, ou ennemis, on ne sait plus vraiment, mais deux hommes qui marqueront la face de la Formule 1 à jamais, deux hommes dont l'intensité de la lutte semble inégalable, deux hommes qui feront rêver à jamais les générations futures. Nul ne doute de la brillance des autres talents en Formule 1, mais les observateurs et les spectateurs s'inclinent, car sur cette plus haute marche du podium se tiennent les deux meilleurs pilotes du monde. You know, there are lots of people who can talk about Grand Prix racing, but the only one, in my experience, who's been able to do it the way James did was James himself. Because no one else, in my experience, has had his unique combination of talents. The knowledge of how to do the job, the success at having done it, the ability to talk about it, the ability to predict, and to be able to do it with provocation and good humour in a way that was absolutely unique to him. I know that all over the world, millions and millions of people who have been watching Grand Prix racing over the years and enjoying everything that he had to say are going to feel very much the poorer as a result of the fact that he's no longer with us to say it. It's left an enormous hole in my life, and I really am going to miss him very much indeed. Depuis 1981,
Les équipes ont l'obligation de fabriquer elles-mêmes leurs voitures et avec les augmentations conséquentes des coûts que nous avions abordés, la F1 se standardise naturellement à 2 voitures par équipe, ce qui offre le meilleur compromis pour avoir des chances de marquer beaucoup de points tout en limitant au mieux ses dépenses. Il ne sera pas rare de voir des équipes emmenant une 3e voiture par sécurité, mais il faudra attendre 2007 pour que cette pratique entre dans le règlement et limite chaque équipe à 2 voitures par week-end. Alors qu'il était de coutume pour une équipe de miser sur un duo, trio ou quatuor de pilotes solides avec un meneur supposé mener la charge du championnat, durant cette période de transition, on a vu avec Prost et Lauda, Prost et Senna, Mansell et Piquet et d'autres qu'avoir un duo de meneurs pouvait s'avérer certes toxique, mais tout autant bénéfique. La domination de Williams pose des inquiétudes à la FIA qui, avec la médiatisation de plus en plus grande du sport, craint de faire fuir les spectateurs. Quoique, devrais-je dire la FOM. Suite aux nouveaux accords Concorde de 89, Bernie Ecclestone laissait tomber son équipe Brabham pour se centrer sur la gestion des droits commerciaux de la F1 sous le nom de la Formula One Management. Max Mosley, son acolyte au sein de l'association des constructeurs, remplaçait Jean-Marie Balestre à la tête de la FIA. Charlie Whiting, directeur de l'équipe Brabham sous l'ère Ecclestone, devient délégué technique à la FIA et deviendra directeur de course à la fin des années 90. Cette guerre politique a pris fin par une lente assimilation et une douce victoire de Ecclestone qui peut désormais se focaliser sur l'exploitation de son produit. Ce qui a fait la renommée de la Formule 1 ces dernières années, c'était la retransmission télévisuelle de la lutte Prost et Senna. Mais désormais, voir une seule et même équipe tout gagner avec un seul pilote, c'est pas intéressant. Pour 94, la réintroduction des ravitaillements en essence devient un des points essentiels de discussion, car nul doute que les premières apparitions de cet élément stratégique que nous avions évoqué la dernière fois ont fait leur effet. Mais le vrai débat tourne autour de l'interdiction des aides électroniques qui faisaient la force de Williams. Senna et Hill se battaient contre leur voiture, bien qu'elle s'avère relativement compétitive malgré cela. Mais ce sur qui il faut avoir l'œil, c'est Benetton, une équipe qui monte depuis le début de la décennie grâce à des ingénieurs de renom. John Barnard, Ross Brawn, Frank Derny, Rory Byrne, un directeur sportif directement issu du business, incarné par l'excentrique Flavio Briatore, et un pilote aussi timide que flamboyant, Michael Schumacher. Chaque champion de son temps a son successeur et pour beaucoup, Schumacher est le nouveau Senna. Diablement rapide et agressif, causant lui aussi quelques ennuis aux Brésiliens en piste, Schumacher s'illustrait avec la modeste écurie Jordan avant d'éblouir le monde comme Senna grâce à son pilotage exceptionnel sous la pluie. Pour la saison 94, il porte beaucoup d'espoir et le confirme en gagnant les 2 premières manches de la saison au Brésil et au Pacifique, alors que Senna et Williams prennent des pole positions mais ne terminent pas les courses. La lutte mondiale et générationnelle est lancée, Williams contre Benetton, le champion contre le genou, comme pour Hill contre Stewart, Stewart contre Fittipaldi, Fittipaldi contre Lauda, Lauda contre Prost, Prost contre Senna, Senna contre Schumacher. Good evening. If you've tuned in tonight expecting the outstanding race that the San Marino Grand Prix here at Imola promised to be, then I'm sorry, that's not the programme we have for you. Instead, the sport of Formula One tonight is in deep mourning. Yesterday we had the loss of Roland Ratzenberger, the first Formula One racing fatality for 12 years. And today we've lost, arguably, the greatest talent of his generation. After a high-speed crash at Tamburello, Ayrton Senna is dead. Les téléspectateurs du monde entier voient la figure qui incarnait leur sport préféré mourir en direct. S'il n'était plus rare de voir des F1 se cracher avec violence, personne, nulle part dans le monde,
est prêt à voir le professeur Sid Watkins tenter de réanimer Ayrton Senna à côté d'une flaque de son propre sang. L'adage selon lequel le risque fait partie du métier est répété, bredouillé sans la moindre conviction. Les anciens du paddock se rappellent d'un temps qu'ils voudraient oublier. La nouvelle génération comprend que si accepter le risque est une chose, voir à quoi le risque ressemble vraiment en est une autre. Les questions de sécurité n'ont jamais cessé de se poser, mais pour la vaste majorité, ce n'était plus si essentiel que cela, c'était un acquis. 12 ans après la mort de Riccardo Paletti en 1982, quelques mois après celle du populaire Gilles Villeneuve, la mort du débutant Roland Ratzenberger, le 30 avril 1994, était un choc et rappelait à tous ce qu'était ce risque. La disparition d'Ayrton Senna, triple champion du monde, au volant d'une Williams championne en titre, le lendemain même, rappelait que la mort ne choisit pas ses victimes en fonction de leur talent. Ce mur Tamburello, qui aurait pu être fatal à Piquet et à Berger quelques années plus tôt, aurait dû poser plus de questions. Aussi, à la différence des précédentes tragédies, la Formule 1 est désormais internationalement médiatisée et est au sommet de sa popularité. Avoir des fans en colère dans les gradins est une chose déjà délicate pour les organisateurs. Mais gérer les retombées de diffuseurs qui payent des fortunes pour diffuser les grands prix et la colère de millions de fans est une tâche tout aussi délicate pour Bernie Ecclestone. Car ce 1er mai 1994, les téléspectateurs ont aussi assisté à un crash qui blessa 3 spectateurs et un policier et un mécanicien à cause d'une roue mal attachée au stand. Contrairement à jadis, la Formule 1 a une pression médiatique qui lui interdit ce genre de calamité. Une enquête est ouverte. Accusé de la défaillance qui conduit au crash de Senna, Frank Williams et son équipe sont poursuivis en justice. Au Brésil, 3 jours de deuil national sont décrétés et plus de 500 000 personnes se réunissent pour dire adieu à celui qui apportait tant d'espoir à ce pays. En tant que président de la FIA, Max Mosley prend la décision de ne pas se rendre à ses obsèques pour se rendre à celle de Roland Ratzenberger. Oh que non, le débutant autrichien était loin d'effleurer l'aura de celle de Senna, mais lui aussi faisait partie de cette immense et étrange famille que celle de la Formule 1, et il ne méritait pas d'être abandonné. Suite à ce week-end, Ecclestone et Mosley, qui s'étaient déjà tant battus pour faire de la Formule 1 un sport plus sûr, comprennent que le combat ne sera jamais terminé et reprennent à zéro. La Fédération internationale de l'automobile s'acharne alors pour établir un nouveau règlement qui ralentira les Formule 1, obligera les organisateurs à mettre leur circuit aux normes et standardisera de nombreuses procédures et travaille avec l'architecte allemand Hermann Tilke pour superviser la mise aux normes des circuits. Au soir de la disparition de Ratzenberger, Ayrton Senna reformait le GPDA, l'association des pilotes, et on trouvait dans son épave un drapeau autrichien qu'il avait prévu de brandir après la course. Le professeur Sid Watkins, qui se démenait pour réanimer Ayrton en attendant les secours, témoigne que ce dernier était dévasté par la disparition de Ratzenberger et Watkins lui demandait « You're the fastest guy around. Why don't you quit?" He said, "I can't quit. I have to go on. But then, you know, you've got responsibilities to all of those boys." And they were boys to me, you see, so I was so much older than them. A special hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Alors toujours en direct d'Imola avec nous Alain Prost. Alain, c'est sympa ce petit message d'Ayrton à votre égard. Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, là, on vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que, comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais. I'd give all I hold if I could put a tone to that silver-haired daddy of mine. En 93, Williams titularisait un jeune talent qui faisait revenir un nom de légende au sommet de la Formule 1,
Damon Hill rappelle un des plus grands noms de l'histoire dans une année où Senna battait son record de 5 victoires à Monaco en y gagnant une 6e. Quoique, ai-je dit jeune talent ? Plus ou moins, car tout comme son papa, Damon commence la monoplace assez tard, à 23 ans, et arrive en Formule 1 à 32 ans. Pourtant, il démontre de bien belles aptitudes et prend dignement le flambeau laissé par Senna en menant l'équipe comme un numéro 1 devrait le faire, après une saison où il aura réussi à donner quelques sueurs froides à Alain Prost. Hill gagne la première victoire de l'année de Williams en Espagne et mène la lutte face à Schumacher. But this victory must go to everyone at Williams who have been through terrible times, and also to all the fans of Ayrton Senna who I met in Brazil, who said to me that they would be very pleased to see the Williams team do well. And so to everyone, thank you very much. Alors que beaucoup soupçonnent Benetton de tricher sans parvenir à le prouver, la FIA saisit chaque opportunité pour sanctionner sévèrement Schumacher. En Grande-Bretagne, il dépasse Hill pendant le tour de formation, ce qui lui vaut un drapeau noir qui le disqualifie de la course. Benetton, estimant la sanction disproportionnée, lui demande de continuer la course. Il est disqualifié de sa 2e place finale et de 2 autres courses en guise de sanction. Il est de nouveau disqualifié suite à sa victoire pour des raisons techniques en Belgique, ce qui monte son total de disqualification à 4 et permet à Hill de revenir à 1 point pour la dernière manche à Adélaïde. Mais suite à un contact entre les deux, ils abandonnent et Schumacher est sacré champion du monde. Mais ce final fait polémique, car beaucoup estiment que la manœuvre de Schumacher était volontaire, mais la direction de course lui accorde le bénéfice du doute. Si les polémiques ont tourné autour de Benetton et Schumacher en 94, il n'y a rien à dire en 95, tant Schumacher et Benetton dominent, prenant un second titre pilote et un premier titre constructeur. Chez Williams, Damon, fils de Graham, voit un nouveau visage dans l'équipe en 96 incarné par le rookie Jacques, fils de Gilles Villeneuve. Le mythe de Gilles continue de hanter la Formule 1 et Jacques arrive avec énormément de hype grâce à un beau palmarès en monoplace américaine. Williams dominera la saison 96 et Villeneuve confirme en prenant la pole pour sa première course. Mais un problème mécanique lui coûtera la victoire. Ses fils d'eux dominent le championnat qui sera disputé lors de la manche finale au Japon. Mais Damon profite de son expérience pour tirer le meilleur de ce championnat et devient le premier fils de champion du monde à gagner un titre. Dans l'ombre de Prost en 93, puis de Senna en 94, et de Schumacher et même de Mansell, que Frank Williams rappelait pour quelques courses à ses côtés, ne croyant pas que Damon serait capable de gagner le titre, le fils Hill gagne enfin la reconnaissance qu'il mérite. Et encore, la saison n'était pas finie, que Frank Williams avait déjà dit qu'il le dégageait en fin d'année. Après, apparemment, c'était rien de personnel, c'était juste un problème de... Ils s'entendaient pas sur des détails. Après ce total manque de considération, une des plus belles histoires de la Formule 1 aurait pu voir le jour si Damon avait eu la folie d'accepter le contrat proposé par une nouvelle écurie. Sir Jackie Stewart est de retour en Formule 1 aux côtés de son fiston pour lancer son équipe. Voir le fils de Graham piloter pour celui qui fut son disciple aurait pu être une merveilleuse histoire. De son côté, Damon doit se contenter d'une très modeste arrose en 97. On notera un coup de maître à Budapest où un problème mécanique lui coûte la victoire dans les derniers tours, prouvant la valeur du numéro 1 sur sa voiture. En route pour la modeste écurie Jordan en 98, il remportera un Grand Prix de Belgique chaotique avant de partir par la petite porte en 99. Peut-être que Damon Hill n'aura jamais eu l'incroyable talent ou l'aura magistrale de son papa, mais il aura été le premier et un des très rares à avoir réussi à faire briller l'héritage de l'homme qu'il admire le plus. Et si cette page d'histoire avec un petit H ne vous fait pas trembler une paupière, peut-être serez-vous plus sensible au chapitre de celui qui a pour mission d'inscrire son nom de famille au panthéon de la Formule 1. Jacques Villeneuve aborde la saison 97 en tant que leader de Williams dans une année chaotique, et il aura pour adversaire nul autre que le double champion du monde, Michael Schumacher.
Villeneuve prend 7 victoires et Schumacher seulement 5, mais la régularité de l'Allemand le place ex-aequo pour la dernière manche. La saison est tellement absurde que les deux prétendants au titre ne se croiseront jamais sur un podium cette année-là. Et pour ce Grand Prix d'Europe qui clôture la saison, c'est celui qui terminera devant l'autre qui sera champion. Schumacher termine sa course dans le gravier, et c'est le petit chouchou de la Formule 1 qui remporte le titre de la saison 97. En 2 ans, Jacques est vice-champion et champion du monde, du jamais vu. La Villeneuve Mania est à son paroxysme, son pilotage agressif et sa phénoménale pointe de vitesse rappellent celui qui avait séduit Enzo Ferrari et qui laissait un si grand vide en 82. Le voir s'imposer face au controversé Schumacher provoque chez certains un sentiment de justice. La boucle familiale est bouclée et le méchant allemand est disqualifié du championnat. Mais Jacques n'est pas Gilles et il est loin de ce personnage intense si charismatique. Il n'est pas non plus ce charmeur au sourire pub de dentifrice qu'est Schumacher, ni cette fascinante énigme cachée derrière Ayrton Senna. Jacques est un jeune homme simple. La gloire l'indiffère, il ne cherche pas à se faire d'amis plus qu'il ne cherche à se faire des ennemis. Il est franc, parfois trop franc certes, mais honnête, simple et incroyablement talentueux. Au final, il est juste le visage dont la Formule 1 avait besoin après des années de deuil entachées par des polémiques. Hélas, l'étoile Jacques Villeneuve ne sera que de la poussière d'étoiles à travers le ciel. Après une année désastreuse pour Williams en 98, il s'engouffre dans un projet né du rachat de l'écurie Tyrrell. Mais cette équipe, nommée BAR, n'ira jamais bien loin et Villeneuve finira par se faire évincer par manque de résultats et par conflits internes. Le plus désespérant, de 98 à 2006, il marque un total de points inférieur à ce qu'il marquait uniquement en 97. À l'exception de quelques coups d'éclat, dont 4 podiums miracles, les 163 départs du Canadien se résument à ces 2 saisons brillantes de 96 et 97 qui lui apportèrent un titre, 11 victoires et 13 pole positions et 19 autres podiums. Faire le Fangio, ce vieux dicton qui signifie rouler trop vite sur la route, montre à quel point le quintuple champion du monde de Formule 1, Juan Manuel Fangio, a marqué les cultures du monde. Le pilote argentin s'est éteint hier à l'âge de 84 ans. Champion en 51, 54, 55, 56 et 57, il est encore aujourd'hui considéré comme le plus grand pilote de tous les temps. Ses records semblent intouchables. Et il demeure encore aujourd'hui une source d'inspiration pour les pilotes, comme en témoignent ces belles images du Grand Prix du Brésil 1993, où Senna venait embrasser Fangio sur le podium. De Jackie Stewart, 3 fois champion dans les années 60, à Nigel Mansell, champion en 92, tous le reconnaissent comme le plus grand pilote de tous les temps, et nous lui rendons hommage une dernière fois. En seulement quelques mois, entre 93 et 94, les départs de Prost et Senna laissent place à un plateau dénué de champions du monde, tandis que la disparition de Fangio donne un grand coup de vieux à cette discipline. Loin est cette époque où des gladiateurs en chemise pilotaient ces mini-fusées. Ils sont loin les Fangio, Moss, Brabham, Clark ou Stewart. Si Prost ne parviendra jamais à s'éloigner d'un paddock de Formule 1, l'aura de Senna continuera d'être présente à travers lui. La légende de Alain Prost ne peut pas exister sans Ayrton Senna, et la légende de Ayrton Senna ne peut pas exister sans Alain Prost. Pour les amoureux des statistiques, on va faire un petit point sur les records que la nouvelle génération va pouvoir cibler. Imbattables, les 5 titres de Fangio ont eu chaud avec les 4 de Prost. Derrière, une brochette de légendes à 3 titres, Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda ont été rejoints par Nelson Piquet et Ayrton Senna.
Prost s'est révélé comme le plus grand vainqueur de l'histoire avec 51 succès, 10 devant Senna, lui-même 10 devant Mansell, qui joint le podium des vainqueurs de Grand Prix avec seulement un titre. Derrière, Stewart demeure parmi les plus grands avec 27, suivi par Clark et Lauda à 25. En 7ème place, les 24 succès de Fangio semblent moins redoutables que jadis, mais demeurent un cap que peu se vanteront d'effleurer, comme les 23 de Piquet. En termes de pôle, Ayrton Senna est définitivement le meilleur de l'histoire avec le nombre absurde de 65 pole positions, presque autant que Clark et Prost réunis à 33, devant Mansell à 32 et Fangio à 29. Et dernier point avant de nous relancer dans notre marathon. Le barème des points a de nouveau changé. Jeu de mots. La dernière fois, je mentionnais les polémiques suivant l'échec de Prost face à Senna en 88, alors qu'il avait marqué plus de points. Depuis 91, il a été décidé que toutes les courses compteraient pour le championnat, rendant ainsi la constance des pilotes et la fiabilité des constructeurs primordiale. Aussi, on accorde plus d'importance au vainqueur en lui décernant 10 points, soit un de plus qu'auparavant. Après 2 saisons où il exposa son talent chez Benetton, Schumacher accepte le pari fou de rejoindre une Scuderia Ferrari en pleine traversée du désert. La situation était désespérée depuis la tragique saison 82 et si le titre constructeur de 83 et la lutte mondiale menée par Prost en 90 étaient encourageants, c'est encore loin de ce que Ferrari devrait inspirer. Après le passage éclair et décevant de Mansell, la Scuderia misait sur un prometteur duo, l'Autrichien Gerhard Berger et le Français Jean Alesi. Berger, c'était tant le copain de tout le monde dans le paddock que celui qui donnait ses premiers succès à Benetton et apportait de la joie aux tifosi en ramenant des victoires désespérées. Mais après le crash de 89 que nous avions mentionné, sa prometteuse carrière semblait avoir été tuée. Toujours rapide et surprenant, mais plus autant qu'avant. De son côté, Jean Alesi gagnait tout aussi rapidement en popularité avec des débuts qui éblouirent le monde dans une modeste Tyrrell et très vite, il était le pilote le plus prisé du paddock et son amour pour Ferrari ne put l'empêcher d'accepter l'offre. Jean Alesi c'était un digne rival de Berger, un pilote sublimement rapide et parfois trop rapide pour lui-même et parfois juste malchanceux comme personne. Bien que Berger et Alesi furent un des duos les plus populaires de Ferrari, ils furent sacrifiés au nom du renouveau. Niki Lauda fut appelé en tant que consultant, mais le courant ne passait plus vraiment. Heureusement, Ferrari avait gardé le numéro d'un monsieur très lié au succès de Lauda à Maranello, Luca Di Montezemolo, celui qui portait le succès de Ferrari dans les années 70, un des hommes les plus respectés par Enzo Ferrari. Di Montezemolo recrute le français Jean Todt pour mener l'équipe, lequel convainc Schumacher de le rejoindre et par là même toute l'équipe gagnante de Benetton. C'est un véritable hold-up et Schumacher finit 3e du championnat avec 3 victoires, dont une extraordinaire sous la pluie de Barcelone, 45 secondes devant la Benetton de Alesi et par-dessus tout, la première victoire de Ferrari à Monza depuis celle de Berger en 88 que nous mentionnions plus tôt suite à la mort de Enzo. Michael Schumacher était venu ici relever un challenge, mais avec cette victoire, il comprend alors ce qu'est Ferrari. Une passion, un amour, une dévotion jamais égalée ni égalable dans l'histoire. Après le sombre échec de 97, Schumacher et Ferrari retrouvent de leur couleur en 98 grâce à une nouvelle réglementation technique. Réglementation surtout remarquable par l'introduction des pneus rainurés. Une aberration pour tous les pilotes, mais ces pneus qui offrent moins de grippe sont là pour ralentir la vitesse des F1 pour des raisons de sécurité. Avec 6 victoires dont une nouvelle à Monza, Schumacher est de retour pour briller plus fort que jamais, si ce n'était pas pour un Finlandais qu'il ne connaît que trop bien. Après avoir roulé contre Schumacher dans les catégories juniors, Mika Häkkinen faisait lui aussi ses débuts en Formule 1 en 91 chez Lotus. Pilote d'essai McLaren en 93, il est titularisé pour les 3 dernières manches et les observateurs qui n'avaient pas encore remarqué son talent sont bouche bée après la qualification du Portugal. Pour sa première course dans cette machine en fin de saison, il bat le meilleur pilote de qualification de l'histoire incarné par son équipier Ayrton Senna
qu'on savait alors partant pour Williams. Senna était en panique. « Comment as-tu fait ?» lui demande-t-il. Mika rit nerveusement, il ne sait pas quoi répondre. Senna le prend très mal. Häkkinen est déjà le digne successeur du Brésilien à Woking, qui traverse également une période difficile suite au départ de Honda en quête d'un nouveau motoriste. Nous sommes en 95 à Adélaïde, 1 an et demi après la mort d'Ayrton. Ce crash est purement et simplement terrifiant. Mika est paralysé, prisonnier de son propre corps, alors qu'on lui opère une trachéotomie d'urgence sur la piste. Fracture du crâne, dérèglement de l'oreille interne et nombreux désagréments qu'on ne souhaite pas connaître. Muscles ramollis et perte de poids visible, crâne rasé avec une moitié du visage qui restera à jamais paralysé, Mika revient pour les essais privés pour entamer en force l'année 96 qui marque le début de son partenariat avec McLaren Mercedes. Une année difficile pour lui, mais en 97, il revient de plus en plus fort et en 98, avec une équipe McLaren forte du recrutement de Adrian Newey de chez Williams, Häkkinen prend ses premières victoires et domine le début de saison. Mais abattu par des ennuis mécaniques, les McLaren permettent à Schumacher de se présenter dans la lutte mondiale et Ferrari regagne sa forme en seconde partie de saison. Mais Schumacher prend toute sa dose de malchance pour la dernière épreuve au Japon et laisse le titre à Häkkinen. Le second round de cette lutte captivante continue en 99 grâce à une Scuderia Ferrari plus forte que jamais et McLaren continue de souffrir de son manque de fiabilité et Häkkinen, jusqu'alors parfait, commence à faire des erreurs, sentant la pression grandir. Mais au Grand Prix d'Angleterre, Schumacher est victime d'une rupture de frein et se casse les jambes. Sa saison est finie. Mais dans une McLaren en difficulté, le Finlandais doit à présent se méfier de l'autre Ferrari de Irvine et de Mika Salo, le remplaçant de Schumacher. Mais au final, Häkkinen prend son second titre pour la seconde fois lors de la dernière manche au Japon. So very difficult year and deciding a championship in the last Grand Prix, it's nerve-wracking and I really don't recommend it to anybody that experience and I now experienced that with the Michael last year and now with Eddie this year. I hope it's enough already. Ce sera la saison 2000 qui marque le paroxysme du duel Häkkinen-Schumacher avec chacun un équipier plus en forme que jamais. Le jadis si prometteur David Coulthard s'est vu écrasé par Häkkinen ces dernières saisons, mais il livrera sa plus belle campagne en 2000, alors que le nouveau venu chez Ferrari, le populaire Rubens Barrichello, jadis protégé d'Ayrton, ne tarde pas à forcer McLaren à le considérer comme une sérieuse menace pour des podiums. Après celle des années 70, la seconde guerre McLaren contre Ferrari continue à l'aube du nouveau millénaire entre ces deux équipes radicalement différentes. Le rouge de la passion, soutenu par les fameux tifosi, aussi prompts à les louer qu'à leur trancher la gorge, avec un Schumacher redoutablement charismatique et qui déchaîne les passions, aussi positives que négatives, et une équipe scindée en plusieurs postes décisionnaires. En face, une voiture grise, aux couleurs d'un cigarettier, avec un double champion du monde, apprécié de tous, mais avec beaucoup moins d'engagement, dans une équipe menée de la main de fer de Ron Dennis, pour qui esquisser un sourire après une victoire est un signe de faiblesse. Et ces deux équipes se partagent l'intégralité des victoires, et malgré des seconds couteaux bien aiguisés, Häkkinen et Schumacher restent les stars. On pourrait se demander comment, pour cette troisième lutte mondiale consécutive, leur rivalité s'est développée. En amitié oubliée comme pour Lauda et Hunt, en guerre froide comme pour Prost et Senna, en guerre bouillante comme pour Mansell et Piquet. Eh bien peut-être que ne pas partager la même équipe les aide, mais ce qui transparaît derrière la déception de celui qui termine derrière l'autre, c'est une profonde admiration et un respect mutuel. De toute leur lutte en piste, aucune ne se termina dans une envolée de débris, et quel moment plus iconique que leur lutte à Spa-Francorchamps où, à plus de 300 km/h, Häkkinen tentait de prendre les commandes à Schumacher avant que ce dernier ne se décale à la dernière seconde. Furieux, Häkkinen le dépasse au tour suivant, profitant de la distraction offerte par un retardataire. Après cette victoire, Häkkinen vient partager sa colère avec son adversaire. Ce ne sont pas des manœuvres très sportives de se décaler ainsi. Mika, c'est la course.
lui répond un Schumacher riant de bon cœur en le félicitant pour sa victoire. Yes, it was quite a different one. There's no point to try to follow him and then try to overtake him and at the straight because obviously he's not going to give me a room. It's correct? Yeah, that makes it difficult. So I took the plan B and I went completely inside and overtook the back marker and at the same time overtook the Michael and it was great overtaking maneuver and I loved it. I'm not sure if the Michael did. Thank you. Häkkinen, c'est ce flegme finlandais mêlé à un sarcasme à toute épreuve et la cicatrice de son terrible accident de 95 vient mettre en valeur un sourire au charisme inégalable. Mika, the perfect lights to flag victory. It looked very easy, was it? Oh yeah, it was so easy. You can't believe it. No, it wasn't. De même, nul ne peut enlever à Schumacher sa personnalité joviale et charismatique, et si ses tâches indélébiles de 94 et 97 viennent ternir ce pilote toujours à la limite de ce qui est acceptable, sa rivalité face à Häkkinen semble tirer le meilleur de lui, et il semble adorer cela. Ces vilains coups de roue seraient-ils de l'histoire ancienne, ou est-ce juste que pour Schumacher, seul Mika Häkkinen est digne de le battre ? Nul ne le sait, mais ce qui est sûr, c'est que pour un 3e titre, il n'est pas prêt d'abandonner, et pour la 3e année consécutive, le titre se décidera au Japon à Suzuka. Invaincu ces 2 dernières éditions, Häkkinen semble en route pour une nouvelle victoire qui lui offrira le titre, avant que Ross Brawn ne suggère une stratégie brillante, mais reposant sur l'intégralité du talent de Schumacher. Le pilote de la Ferrari numéro 3 gagne la position en piste, et pour la première fois depuis 1979, la Scuderia Ferrari a un héros à célébrer. Michael Schumacher est triple champion du monde, égalant Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet et Ayrton Senna. Il s'inscrit plus profondément dans la légende et Ferrari retrouve le succès pour la première fois depuis la disparition de son père fondateur. Dans une McLaren en deçà et démotivée, Häkkinen prend sa retraite en 2001, ajoutant 2 succès pour monter son total à 20, quittant la Formule 1 avec 51 podiums, 26 pole positions et ses 2 couronnes. Schumacher et Ferrari sont au sommet du monde et égalent Prost en 2001 avec un 4e titre. Mais la saison 2002 est entachée par une consigne d'équipe demandant à Barrichello d'offrir la victoire à l'Allemand en Autriche pour seulement la 6e manche du championnat. Jean Todt, à la tête de Ferrari, ne fait pas de sentiment. Il a pour mission de rendre sa grandeur à Ferrari et il compte le faire en écrasant la concurrence et l'enjeu est de taille. Le championnat 2002 est écrasé avant la mi-saison et pour la 2e fois de l'histoire et la première fois depuis 57, le nombre absurde de 5 titres de Fangio est égalé. Et battu. 6 titres. 6 titres de champion du monde. Puis 7. Michael Schumacher est septuple champion du monde. Il vient de réécrire l'histoire, annihiler les records les plus enviables. Il est là, on l'aime ou on le déteste, mais on l'a trouvé. Michael Schumacher est le meilleur pilote du monde. I'm not sure if you're aware, but this is your 41st victory, which puts you equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes. It does mean a lot to me. Sorry. Thanks, Michael. You had the faster car than McLaren. Do you think today that Ferrari was just the faster car? Can we have a break? Sinistra del vincitore Schumacher abbiamo Mika Häkkinen, un altro podio, un altro secondo posto per la Ferrari, la terza volta consecutiva vittoria per Schumacher e per la Benetton Sport, mentre è un notevole risultato anche quello. De Senna à Schumacher, c'est une F1 en pleine crise d'identité qui retrouve peu à peu ses marques et définit les bases du nouveau visage de la discipline.
Du visage moustachu et ultra populaire de Mansell, au narquois sourire de Piquet et aux fiers héritiers Hill et Villeneuve. Du regard rêveur de Senna, passant par le sourire défiguré de Häkkinen à celui étincelant de Schumacher. Une ère portée par les meilleurs de leur temps dans les 3 plus grandes équipes du sport et qui restera à jamais entachée par ce week-end du 1er mai 1994. La Formule 1 a été traumatisée au plus profond de son ADN et les changements qui suivirent ont défini ce que nous connaissons aujourd'hui. Des cellules de survie plus fortes que jamais, des circuits repensés de A à Z et surtout le refus absolu et catégorique d'accepter la fatalité ou le danger inhérent au sport comme une excuse. La Formule 1 devra commencer à s'inquiéter de la sécurité des commissaires de piste au début des années 2000 suite à 2 événements fatidiques, à Monza en 2000 et à Melbourne en 2001. Mais pour nous replonger dans cette période de reconstruction, nous aurions besoin d'une toute nouvelle émission pour parler de l'émergence d'un brillant trio incarné par Alonso, Raikkonen et Montoya, de l'émergence et de la domination de Vettel, du renouveau inattendu de la hiérarchie suite à la saison folle de 2009 et l'épopée de Lewis Hamilton, sans oublier l'apogée de sa rivalité contre Nico, fils de Keke Rosberg. Donc, gardons cela pour de futures histoires sans fin.